celui qui vous apprend un mot, vous êtes son débiteur pour la vie. L'acteur, c'est quelqu'un qui travaille sans travailler, quoi. Donner quelque chose de soi, sinon il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chant. La poésie est la langue mère de l'être humain. Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet, Nicolas Benita, Leslie Carretero. Bonjour, bonsoir. Une femme pygmée, une des dernières Amazones, des manipulations génétiques, des chercheurs hantés par leur passé mais qui veulent participer à la création de notre futur, un président français cocaïnomane, une planète qui parle et qui se venge, une pandémie mortelle, des explorateurs du passé, du présent et de l'avenir, des fourmis mangeuses d'hommes, une stripteaseuse docteur en endocrinologie, une femme naine, colonel des services secrets qui veut empêcher la Troisième Guerre mondiale, une république islamique en possession de la bombe atomique, voilà quelques-uns des ingrédients de son nouveau roman. Ses fans, dissimulés dans le monde entier, l'attendaient avec impatience, comme cette lectrice en Corée du Sud. D'abord, c'est un provocateur. Ses livres sont remplis d'idées insolentes et stimulantes. Et son livre m'avait vraiment fait l'effet d'une claque derrière la tête. Un peu comme si on me faisait utiliser des zones de mon cerveau que je n'avais pas l'habitude de faire fonctionner. Bernard Werber est l'un des écrivains français les plus lus au monde. Son nouveau livre, Troisième Humanité, paraît demain chez Albin Michel. Vous m'en direz des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Alors, Troisième Humanité, c'est donc le titre. Et pour le journaliste que je suis bien servi parce que rien qu'avec le titre, en fait, j'ai déjà 2 scoops puisque vous nous annoncez, si je comprends bien, qu'il y a une deuxième humanité et qu'il va donc y en avoir une troisième. Oui, le principe du livre, c'est que d'abord il y avait une humanité avant, et c'était des géants de 17 mètres de haut. Ensuite, la deuxième humanité, c'est nous. Nous sommes les héritiers de cette ancienne humanité qui a disparu, et nous sommes en train de bâtir, nous avons la possibilité d'inventer une nouvelle humanité qui serait meilleure que la nôtre, donc nous sommes capables de faire des enfants, une autre espèce enfant. Voilà un peu l'hypothèse du livre. Alors cette première humanité, donc des géants de 17 mètres, nous disiez-vous, c'est ce que découvrent les membres d'une expédition au pôle Sud, et au passage, vous nous expliquez toute une série de mythes et de mystères éternels. Alors il y a l'Atlantide, l'île de Pâques, l'existence de la Lune, la disparition des dinosaures. Vous voulez tout expliquer ? Non, d'abord, je voulais resituer l'homme dans le temps. On a une actualité, tout à l'heure on écoutait les actualités, c'est une actualité de temps immédiat. Moi je voudrais rappeler, d'abord nous sommes sur une planète qui a 5 milliards d'années, une planète qui a connu beaucoup de drames, notamment des astéroïdes qui sont venus la percuter, et le premier astéroïde a créé la Lune, c'est-à-dire la Lune c'est les déchets d'un astéroïde qui a frappé la Terre. Je voulais rappeler ces choses-là. Et ensuite nous sommes les héritiers d'une évolution de la vie qui a amené à l'apparition de l'intelligence, de la conscience et de l'homme. Nous sommes au bout du feuilleton. Et voilà, je voulais redonner un peu de perspective. En fait, je crois que le travail du romancier, avec une envie de faire ce que j'appelle la philosophie fiction, c'est de restituer l'homme dans le temps, dans l'espace, et aussi dans ce qu'il a de différent des autres espèces animales. Et c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Alors j'ai un ami à RFI que j'ai croisé il y a 3-4 jours dans le couloir qui me disait les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont pas fait de formation continue. C'est un peu ce que vous dites dans ce livre, hein. Il faut muter pour survivre. Oui, en tout cas, toutes les espèces connaissent des drames. Même tout individu, toute forme de vie connaît des drames qui l'obligent à s'adapter ou à mourir. Et les dinosaures, en effet, ne devaient pas être adaptés à un moment T1 d'un drame de la Terre, à savoir probablement un astéroïde et un changement de gravité. Et ceux qui ont su s'adapter, c'est ce qu'on trouve, c'est les lézards, c'est les crocodiles, c'est les requins, qui sont des animaux qui datent de cette époque-là. Et les autres ont disparu. Et puis il y a cette chose extraordinaire, c'est que la nature ou la Terre a choisi les mammifères à sang chaud et a abandonné les reptiles à sang froid. Et nous sommes les meilleurs champions des mammifères à sang chaud. Et donc les hommes, eux aussi, doivent muter pour survivre. Déjà dans nos vies, dans ma vie, j'ai dû muter pour survivre. Si j'étais resté tel que c'était lancé au moment où j'étais bébé, je serais probablement déjà cadavre. J'ai tout le temps été obligé de me remettre en question, j'étais obligé de prendre des risques. Et je crois que un pays,
une nation, une espèce est obligée de se remettre en question et de prendre des risques. Et si elle ne le fait pas, elle tourne en rond, elle se sclérose, elle finit par disparaître. Donc c'est ce que raconte Troisième Humanité, c'est nous sommes arrivés à un moment qui ne doit pas nous inquiéter. Ce n'est pas l'apocalypse, c'est juste un moment où nous allons être obligés de changer, sinon nous allons tourner en rond. Ce qui est assez jubilatoire dans le livre, c'est qu'en plus des hommes, il y a aussi un personnage central qui est assez inattendu, la Terre. D'ailleurs, dans le roman, la Terre parle, elle parle et elle pense en italique. Toutes les 2 ou 3 pages, petit florilège de phrases picorées de ci de là, dans la voix de Leslie Carretero. Les humains peuvent-ils évoluer ? Parfois ils m'inquiètent. Dois-je les aider ou les laisser livrer à leur sort ? Je ne peux pourtant les abandonner car j'ai un grand projet pour eux. Rien que ce matin, des inconscients ont fait exploser une de leurs bombes atomiques expérimentales sous ma peau. Elle était plus puissante qu'à l'accoutumée. Ils ne se rendent pas compte des dégâts que cela provoque en moi. Mais que se passe-t-il ? Quelque chose me pique dans mon pôle sud. Est-il possible qu'ils essaient déjà de se venger ? Non, ils n'ont même pas pris conscience de mon existence en tant qu'être vivant. Alors comment pourraient-ils vouloir me punir ? Quand les humains creusent si profondément, c'est toujours pour la même raison, me pomper mon pétrole. S'ils savaient que cette substance est mon sang, mon indispensable sang noir, et ils me le volent tous les jours pour la même raison, pour s'agiter. Je n'ai jamais vu une espèce qui remue autant. Il est temps que je les informe sur ce qu'ils sont vraiment, des locataires temporaires. J'avais réussi à réunir le bon esprit et le bon physique, et une répartition de 60% de gènes porcins et 40% de gènes primates. Voilà comment j'ai inventé mon champion. L'humain. La terre créatrice de l'être humain, Bernard Werber, alors à partir du singe, ça n'étonnera pas grand monde, mais aussi à partir du porc. Là, c'est peut-être plus inattendu. Pourquoi avoir choisi un croisement avec le porc ? Tout simplement, quand j'étais journaliste scientifique, j'avais fait un reportage sur les greffes d'organes et il s'avère que l'animal dont on tolère le mieux les greffes est le porc et non pas le singe. Donc je trouvais que c'était mystérieux. Pourquoi on a un rapport si privilégié avec le porc ? Et j'ai imaginé l'hypothèse que nous soyons en croisement entre un primate et un porc, et il s'avère qu'à une certaine époque c'était possible, c'est-à-dire les espèces se différencient, mais il y a des moments de carrefour, donc ce qui a l'air complètement délirant, à savoir qu'on soit en croisement d'un porc et d'un primate, en fait est une hypothèse admissible. Oui, on relativise aussi du coup sur la destinée humaine, puisque là on entendait dans l'extrait, la Terre dit quand même que l'homme est l'occupant temporaire de la Terre. De toute façon, si on regarde l'histoire de la Terre, donc 5 milliards d'années, nous sommes là depuis 7 millions d'années, ce qui est quand même rien du tout. Si on devait regarder par exemple sur une journée, si l'histoire de l'humanité correspondait à 24 heures, nous apparaissons à minuit moins 10. C'est-à-dire que vraiment juste avant la fin. Une petite fourmi. Ouais, non, les fourmis sont apparues il y a 120 millions d'années. Nous sommes depuis les défendre. Non, 7 millions, c'est-à-dire que c'est une espèce aînée. Nous sommes des animaux nouveaux. Voilà. Alors nous percevons par rapport à nos valeurs comme étant toujours là, étant la norme, mais non, en fait, on est les petits champions, les derniers petits champions de la vie sur notre planète, et nous faisons, je crois, des expériences. Nous sommes surtout une espèce adolescente. Voilà. Vous savez, comme ces jeunes qui font des conneries, qui font péter des pétards, donc on fait péter des bombes atomiques, on fume, donc nous on pollue, et tout ça, ça devrait normalement nous passer pour qu'on passe au stade suivant, qui est la phase adulte. Voilà, ce que raconte Troisième Humanité, c'est le passage d'une espèce adolescente à une espèce adulte. Mais est-ce que c'est un livre écolo ? Parce qu'elle se plaint quand même énormément des hommes, la Terre. Alors, il faudrait définir le mot écolo. En tout cas, si ça se revendique de la pensée des Verts, évidemment, non. De toute façon, je fais pas de politique et je me reconnais dans aucun parti politique. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est avoir le point de vue, imaginer, rien que faire ça, imaginer ce que peut penser notre planète. Et je crois que le seul fait de se mettre à la place de la planète, c'est déjà tout de suite avoir plein d'idées et résoudre plein de problèmes. L'un d'entre eux étant, à mon avis, que la Terre nous perçoit comme un humain ressentirait des pouces dans ses cheveux, c'est-à-dire c'est un truc qui gratte sur la surface, et donc elle se dit un peu de pouce c'est supportable, mais s'ils se mettent à proliférer de manière exponentielle, je vais utiliser du shampoing. Et je crois que c'est un peu ce qui est en train de se passer, ce qui explique peut-être qu'il y a autant de séismes, qu'il y a autant de tsunamis, qu'il y a autant de problèmes, c'est que la Terre est en train de se défendre.
Voire de se venger. Voire de se venger. Bon, pour moi, en tant que romancier, j'ai mis de se venger, mais c'est pas se venger, elle essaie de nous alerter, de nous dire, attendez, arrêtez de déconner, ça ira comme ça, maintenant, calmez-vous un peu. J'irais presque un professeur, vous savez, qui a une classe turbulente, qui leur dit, bon, alors, écoutez, si vous continuez à faire du chahut, je vais être obligé d'en virer 2 ou 3. Et là, c'est ce qui se passe. Oui, alors il y a effectivement les catastrophes naturelles, le climat, la météo, hein, qui sont des moyens pour la Terre de montrer qu'elle existe et de secouer un petit peu le genre humain. Il y a aussi les microbes et les bactéries, et puis il y a aussi les insectes. Et une nouvelle fois, Bernard Werber, il y a les fourmis, quoi, forcément. Mais les fourmis ont un avantage, c'est qu'elles ont créé des cités depuis 120 millions d'années. Donc c'est une expérience de vie sociale, similaire à la nôtre. Donc évidemment, je me dis, regardons ce qu'ont fait nos frères aînés, et peut-être nous comprendrons ce que nous risquons de faire aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée, peut-être que l'humanité va faire les mêmes choix que les fourmis, à savoir l'autorégulation de l'espèce, c'est-à-dire on fait pas plus d'enfants que ce qu'on peut nourrir, et une spécialisation par caste, ce qui est le choix des fourmis. Et aussi, notre idée, c'est on déplace les villes. C'est-à-dire que chez les fourmis, quand une cité a épuisé tout ce qui est, toute la nourriture d'une région, elle déplace la cité. Il faudrait imaginer qu'on déplace Paris, qu'on considère qu'on a trop pollué Paris. Voilà, ça, c'est des choix d'insectes qui me semblent, dont on pourrait s'inspirer, en tout cas, pour fatiguer un peu moins notre planète mère. Ouais, il y a une crainte qui revient assez régulièrement dans le livre. Alors c'est pas ce qui frappe tout de suite au premier abord, mais très régulièrement quand même. Vous en parlez, c'est la crainte de la surpopulation. Oui, parce que je crois que ça sert à rien de faire de l'écologie, de dire aux gens qu'il faut mettre les ordures dans la poubelle bleue et pas dans la poubelle jaune. Si on est 10 milliards et que les 10 milliards veulent 2 téléviseurs, 4 réfrigérateurs et 3 voitures, parce qu'on ne peut pas fabriquer autant de biens manufacturés sans polluer. Donc si on veut être tous égaux frères et avoir un bon pouvoir d'achat, on va être obligé d'utiliser toutes les matières premières de la planète, donc d'épuiser la planète, et à ce moment-là, il risque d'y avoir un problème d'air et d'eau. Mais c'est du bon sens, c'est-à-dire je réfléchis au-delà des nations, je réfléchis en tant que terrien, faisant partie d'une l'espèce humaine, et je me dis, si on est trop nombreux, on va avoir du mal à être tous bien nourris et à pouvoir vivre sereinement. Au-delà de cette toile de fond écologique, Bernard Werber, vous racontez évidemment une aventure, l'aventure d'un groupe de chercheurs qui veulent éviter la Troisième Guerre mondiale et sauver le monde. Alors il y a David qui part au Congo étudier les pygmées sauvages, et puis il y a Aurore qui, elle, part à la frontière entre la Turquie et l'Iran pour étudier les dernières Amazones, et leurs recherches, leur savoir vont être utilisés dans l'objectif précisément de sauver le monde et de garantir une certaine paix sur Terre. Est-ce que la science, le savoir scientifique doivent être mis au service des objectifs et des ambitions politiques et des objectifs et ambitions d'État? Oui. De toute façon, je pense que la science peut faire autant de bien que de mal, et qu'il faut utiliser les scientifiques vertueux pour essayer d'améliorer les choses et peut-être de réparer les erreurs des scientifiques malveillants. Mon héros, David, quand il va étudier les pygmées, d'abord il va découvrir un peuple méconnu et très maltraité et qui mérite vraiment que on les sauve et qu'on s'intéresse à eux, tout comme les Amazones à la frontière turco-iranienne. Et ils vont découvrir que, en analysant leur sang comme une espèce ancienne, on a des solutions aux problèmes de l'homme moderne des villes. Donc c'est évident que la science nous ouvre des chemins de sauvegarde. Maintenant, la science n'a pas une fonction morale. Les scientifiques sont ni gentils ni méchants. Ils sont juste des gens qui amènent la connaissance. Et on a besoin de la connaissance, par contre, pour trouver le bon chemin. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Les Doors, The End, vous m'en direz des nouvelles sur RFI. Cette chanson, Bernard Werber, elle joue un rôle dans votre livre Troisième Humanité. Mon héroïne, Aurore Camméraire, écoute ça en permanence. Je trouve qu'il y a dans cette musique quelque chose de qui touche la moelle épinière. Ce n'est pas du rock des années 70, c'est pas de la chanson, ce n'est pas de la variété. Il y a quelque chose de prophétique, il y a quelque chose de chamanique dans cette musique. Et le bonhomme Jim Morrison, ça m'a l'air l'un des derniers chamans de notre civilisation. Donc ça vaut le coup de l'écouter. Et ce qu'il raconte en plus, c'est très ésotérique. Donc voilà, mon héroïne est branchée là-dessus. Elle s'est dit, il y a des solutions dans les chansons de Jim Morrison. Et elle écoute tout le temps Jim Morrison. Aurore Camméraire et David Wells, les deux héros du livre, participent à la création d'un nouveau type d'humain, des humains à taille réduite. C'est ça la fameuse troisième humanité. Et on assiste aussi à la création et à la construction d'une nouvelle société. Ça va au-delà de la manipulation génétique et de la création scientifique. Il y a aussi des règles. Il faut donner des règles, donner des lois, donner une hiérarchie. Imaginons qu'on invente des humains neufs, qui n'aient pas le poids du passé de nos ancêtres. Donc, ils n'ont pas de morale. Pour eux, rien n'est mal et rien n'est bien. Et en même temps, ils sont dans l'émerveillement permanent. Donc, c'est des sortes de super petits bébés. C'est des petits enfants et il faut les éduquer. Et ce que raconte Troisième Humanité, c'est Aurore et David vont fabriquer cette nouvelle humanité plus petite, mais vont devoir aussi l'éduquer pour qu'elle fasse au moins aussi bien que la nôtre, parce que naturellement une espèce nouvelle est destructrice et naturellement elle est cannibale, elle est incestueuse. Donc toutes ces règles qui nous semblent évidentes, il faut leur transmettre, il faut les programmer. Voilà. Avec le risque que les choses leur échappent totalement. Avec le risque que ça échappe totalement, que notre humanité fabrique une créature, une espèce créature qui lui échappe. C'est le mythe de Frankenstein. C'est-à-dire, nous fabriquons quelque chose, imaginons que cette chose nous échappe et se retourne contre nous, voire devienne monstrueuse. Il y a un risque que cette humanité devienne monstrueuse. Mais ça, c'est en ça que c'est un thème romanesque. C'est pas si simple. Nous pouvons faire une autre espèce. Maintenant, c'est pas dit que ça marche mieux que nous. Alors, il y a beaucoup d'inspiration dans l'actualité. Il y a l'Iran, la menace du nucléaire iranien. Il y a la référence à la grippe H1N1. On a aussi un président français qui ressemble quand même furieusement à Nicolas Sarkozy, non ? Alors, non. Non, pas tant que ça. C'est plutôt un héritage j'ai fait un mélange entre plusieurs présidents français qu'on m'avait décrit, que des gens qui étaient près de l'Élysée ils me racontaient les coulisses. Je me suis dit, c'est quand même un thème romanesque, c'est-à-dire c'est des gens qui se donnent un mal fou pour accéder au pouvoir, et une fois qu'ils sont en haut, ils sont là quand même pour profiter de ce pouvoir. Ça me semble ultra logique, c'est dit nulle part, mais donc après qu'ils aient des besoins de femmes énormes, qu'ils aient des besoins de cocaïne, qu'ils aient des besoins de suprématie, j'allais dire, ça se rapporte presque au roi des rats. Vous savez, chez les rats, il y en a un qui est élu roi des rats, et celui-là, il est plus nourri, et il a toutes les femelles fécondes. Alors nous, on est tout le temps en train de s'étonner que nos politiciens veulent des rapports sexuels multiples et variés, mais c'est une fonction qui existe aussi chez les animaux, et je voulais rappeler ça. Donc j'ai créé mon personnage du président Drouin dans mon roman, qui est un personnage qui est tout le temps, qui a des besoins sexuels énormes, mais qui pourtant est bienveillant envers sa nation et qui est plutôt un bon président. Mais c'est juste que en plus, il aime les rapports sexuels et en plus il aime sa femme. Mais là, je me suis plutôt inspiré de Kennedy. Kennedy qui était un gros président orgiaque par tous heures et qui en même temps se présentait tout le temps avec Jackie dans tous les magazines. J'aime bien ce côté, on se fout ouvertement de votre gueule et on vous présente ça comme un héros et comme un type moral, alors qu'en fait non. Donc j'ai presque dire, c'est une hypocrisie tolérée et normale. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que tous les journalistes font semblant que oh non, mais ce sont des saints, vous savez, ils ont une vie normale. Ouais. On vous retrouve, Bernard Werber, dans la deuxième partie de Vous m'en direz des nouvelles. On va parler science-fiction avec Isabelle Bautian, la scénariste de la série Havre, chez Ankama Édition. Vous m'en direz des nouvelles.